Mon frère. Il faut aller là-bas si tu veux qu'il te donne. Voilà. Bien. Ah, ça va. Non, je ne suis pas encore. Je ne suis pas encore. Une belle. Ah, c'est bien ça. C'est là où tu vas. Bonsoir. Bonsoir. Je suis contente d'être parmi vous. Nous allons recevoir notre fils, notre frère, notre neveu, Monsieur Franck Nguema, qui nous avait reçus jeudi dernier chez lui pour une déclaration. Et aujourd'hui, nous recevons ici chez nous à Vanayon. Nous allons écouter ce qu'il va nous dire. On le remercie. Mais je voudrais donner la parole à mon frère Christian avant que je ne reprenne mon propos. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis d'abord un enfant du village. Je suis un enfant d'Akanda. Nous, on ne connaissait pas Akanda avant, c'était le Cap. Parce que beaucoup de gens d'entre nous ici, beaucoup ici, me connaissent très bien. Il y a d'autres qui m'ont seulement déjà vu et qui ne savaient pas exactement qui j'étais. Je suis Christian Miyindou. Si aujourd'hui il y a le nom Marseille, je pense que nous sommes parmi les fondateurs de ce nom, de Marseille. J'ai des frères ici avec lesquels nous avons appris à l'école de Kala. Il y a des gens qui n'ont pas une histoire, mais nous avons une histoire. Le village à Vanayon, là où nous nous trouvons aujourd'hui, nous avons connu la forêt ici. Nous avons tué les écureuils ici dans cette forêt qu'il y avait ici. Même les gazelles, on a fait des pièges aussi ici. Parce que nous avons été élevés comme des villageois. Nous sommes des enfants du village. Donc, aujourd'hui, si nous sommes ici, comme vient de dire la maman ici présente, il y a M. Franck Nguema ici présent, qui nous avait reçus le jeudi 22 chez lui. Il a fait une déclaration. Donc s'il s'est déplacé ce matin, ce soir ici, c'est pour venir expliquer à ceux qui n'étaient pas là. Parce que lors de cette déclaration, beaucoup n'avaient pas fait le déplacement. Donc aujourd'hui, nous nous sommes déplacés pour venir expliquer le but de notre visite. Ce n'est pas une campagne électorale. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens interprètent ça mal. Que ces gens-là ont commencé avec la campagne. Non, ce n'est pas la campagne. C'est une causerie citoyenne. On vient faire un entretien avec nos pères. Ce n'est pas un meeting. Non plus la campagne. Ça, il faut le préciser. Parce que quand les gens voient ça, ils vont se dire qu'ils ont déjà débuté la campagne. Non, ce n'est pas la campagne. Nous, on vient parce que on a horreur d'aller seul. On aimerait être accompagné et être bien accompagné. Parce que lorsqu'on est mal accompagné, on peut trouver malheur en chemin. Donc, on vient tâter le terrain. On vient déjà parler avec nos frères et sœurs, nos papas et mamans. Donc, c'est le but de notre visite de ce soir. Aujourd'hui, nous avons décidé, et nous sommes en train de faire le tour. Nous avons décidé de venir aujourd'hui parce que nous avons beaucoup de problèmes qui minent les populations de la commune d'Akanda. Ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre aujourd'hui. Vous-même, vous savez. Vous aurez des questions à poser. Vous allez les poser. Et il sera bien placé pour pouvoir vous répondre. Ah, je retrouve certains visages qui étaient chez moi le 22 février dernier pour ma déclaration, ma communication importante.
Je vous remercie, mes frères, d'être encore présents. On va continuer l'histoire ensemble. Ce n'est que le début. Et comme me disait mon frère Christian, nous ne sommes pas en campagne. Nous sommes dans des rencontres citoyennes pour que l'on explique ce qu'on a dit lors de cette journée du 22 février. Oui, nous sommes ici. Vous voyez, je ne suis pas seul. Je suis accompagné. Je suis accompagné par des concitoyens, des Akandais que vous voyez ici, et qui sont derrière moi. Malheur à l'homme seul. Je ne suis pas seul. Est-ce que je suis seul? Non. Bon, merci. Avant d'aller plus loin, je vais succinctement, rapidement, vous dire qui je suis, d'où je viens et où je veux aller. Parce que, comme on arrive dans un village, on doit se présenter. C'est la coutume, nous sommes un peuple bantou. L'hospitalité est connue chez nous et je suis bien reçu ici. Et j'en suis fier. Parce que c'est ça, les bantous. Moi, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Franck Nguema. Je suis le fils de feu Julien Nguema Obam, un ancien grand commis de l'État, et le fils de Angèle Ondo, qui aujourd'hui est enseignante à l'université d'Omar Bongo, Ondimba, et qui aujourd'hui vit aussi les péripéties de l'université. C'est un ancien haut fonctionnaire, donc elle aussi sait de quoi il en ressort. De l'union de cet homme et de cette femme, je suis l'aîné. Ensuite, j'ai eu d'autres frères et d'autres sœurs. On est nombreux. Et la solidarité familiale chez nous, c'est un mot que nous connaissons bien. La solidarité. L'union fait la force. Et quand je vois tous mes frères et sœurs qui sont ici, je sens la solidarité et le principe de l'union qui fait la force. Quand j'ai un peu grandi, je suis à l'école primaire. Je suis né à Libreville, à l'hôpital général. Après, je suis allé à l'école primaire de Gros Bouquet 2, l'école publique. Je suis passé en 6e au lycée Léon Bas. J'ai eu mon bac en 1987 au lycée national Léon Bas, série D. C'était encore le grand lycée Léon Bas. Après, comme beaucoup de concitoyens, beaucoup de mes frères et sœurs ont continué les études supérieures en France, puisque c'est notre pays ami. Donc, je suis parti là-bas. J'ai fait quelques études supérieures en commerce, en marketing. Mais le marketing, c'est un grand mot, ça veut dire faire le commerce, vendre. C'était vraiment quelque chose, une expérience fabuleuse, pendant 3 ans. Et je suis revenu au Gabon un jour pour passer les vacances de Noël. Ça faisait des années que je n'étais pas venu. Quand je suis revenu en 1993, je devais juste passer les vacances de Noël avec mes parents. Mais c'était tellement bien le pays que j'ai dit, bon, je vais aussi passer la bonne année. Donc, j'ai vraiment repris le bol d'air du pays. Quand je suis parti, reparti en France, je ne vous cache pas, j'avais quand même le cœur qui n'était pas tranquille, comme on dit. C'était pas tranquille. Bon, je suis parti quand même. Je suis reparti en France. Mais arrivé en France, ma tête là tournait. Je pensais à mon pays. Et je me disais, comment enfin, qu'est-ce que tu fais ici en France? Alors que ton pays a besoin de toi, comme d'autres compatriotes. Hein? Parce qu'il y a tellement de choses à faire dans notre pays. Là, je vous parle d'une affaire de 1994. Hein? Donc, j'ai démissionné en France. Je n'ai même pas fait un mois, hein. J'ai démissionné. J'ai dit non, je pars. Les Blancs m'ont dit, mais toi aussi, tu as une belle carrière ici. J'étais cadre commercial à 23 ans.
Mais tu vas monter tous les échelons de l'entreprise. J'étais dans le secteur privé. Hein. Quand je suis sorti de l'école, je suis allé au secteur privé, dans une entreprise. J'ai dit non, excusez-moi, merci pour la chance que vous m'avez donnée. Parce que travailler dans les pays développés, ça vous montre comment on travaille bien. Vous allez acquérir des bons réflexes professionnels. Vous allez apprendre de bonnes connaissances professionnelles. Et vous allez pouvoir vous épanouir, vous réaliser. Surtout que c'était un grand groupe de communication. Et donc, j'ai dit non, merci pour tout, je repars chez moi, je suis revenu. Mais quand vous revenez au pays, alors là, vous êtes confronté à la réalité du pays. Parce que quand vous venez d'un pays développé, comme la France, et vous venez dans un pays en développement, comme le Gabon, c'est professionnellement, hein, c'est un peu le jour et la nuit. Hein. Mais cela ne m'a pas fait peur. Au contraire, cela m'a donné envie de faire quelque chose encore plus. Je ne me suis pas découragé, malgré les difficultés. Donc, j'ai décidé, j'ai proposé à mon père, à mon oncle, que vous connaissez bien. Vous le connaissez, mon oncle. Vous connaissez André Baoba Mamo, non? Vous le connaissez, non? Oui. Voilà. C'est lui. C'est le petit frère de papa. Il est parti, mais il est parmi nous, je suis sûr. C'est avec lui que je lui ai dit, bon, on va faire des entreprises de communication. Puisque moi, j'étais dans la communication en France. Quand je suis revenu au Gabon, j'ai dit, non, je vais continuer la communication, c'est ce que je connais. Il m'a dit, OK, on a créé TV+, et puis d'autres sociétés de médias. Mais à cette époque, c'était en 98. Il y avait 3 chaînes de télévision au Gabon. Maintenant, il y en a plus de 20. Donc, vous voyez, le pays s'est quand même développé dans les médias. Il faut le reconnaître. La RTG1, la RTG2, Télé Africa, qui existe toujours. Bon, la RTG1 s'est fondue dans Gabon 24. Bon, bref. Quand maintenant, on décide de créer TV+, je réfléchis. Lui et moi, on parle. Bon, lui, il était dans les affaires de gouvernement. C'est moi qui m'occupais de la chaîne de télévision TV+. Mais le père et le fils travaillaient ensemble, avec les mêmes idées. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah, il y a déjà les chaînes publiques, il y a une chaîne privée. Mais j'avais remarqué, ça c'est un peu la formation de marketing du commerçant. On appelle ça, tu étudies la concurrence. J'avais remarqué que les autres chaînes de télévision diffusaient beaucoup l'actualité ou l'information institutionnelle. Ça veut dire les choses des ministères, les audiences, les autorités. C'était beaucoup dans nos chaînes de télévision à l'époque. Mais on ne montrait pas suffisamment comment vivaient les Gabonais. En 1998, les Gabonais vivaient aussi dans des conditions favorables, mais aussi beaucoup dans des conditions défavorables. Et ils avaient besoin de s'exprimer pour expliquer leur aspiration à une vie meilleure, leurs préoccupations, la santé, l'éducation, les routes, etc. Et nous avons décidé de nous positionner sur ce créneau-là, donner la parole aux sans-voix. Parce qu'à l'époque, les Gabonais ne s'exprimaient pas beaucoup par rapport à leurs préoccupations sociales dans les médias. Et nous avons permis cela. Parce que mon oncle et moi, Amo, nous avions une vision simple. C'était la justice sociale. Il voulait que la justice sociale soit au cœur de la chaîne de TV+. Et nous avions décidé de le faire. Parce que si vous parlez de justice sociale, ça veut dire que vous vous occupez des conditions de vie des Gabonais. Et il faut laisser les Gabonais s'exprimer. Et c'est ce que nous avons fait de 1998 à nos jours. Et ce n'était pas facile à partir de 2009, comme vous le savez. À partir de 2009, il y a eu la présidentielle que tout le monde connaît. Lui aussi, il est parti, comme tous les Gabonais aussi, dire que moi aussi, je peux être le président du Gabon. Il y en avait beaucoup, hein? Il y en avait beaucoup, non? Oui. Ah, lui, il s'est présenté aussi. Il a dit que moi aussi, j'ai une offre politique. Je suis un Gabonais. Et en plus,
Quand il est parti à l'élection présidentielle, il n'était plus au PDG, hein, il était sorti du PDG. Vous vous souvenez de ça, non? Oui. Bon, et pourtant c'était un grand PDGiste. Hein? Bon, il est sorti du PDG parce que pour lui, il ne voulait pas avoir de problème avec ses frères qui sont au PDG. Il a dit non, moi je ne veux pas aller me battre au PDG. Je préfère sortir du PDG et puis je pars en indépendant. Il est donc parti en indépendant à l'élection présidentielle de 2009. Il est parti en indépendant. Ça voulait dire aussi qu'il croyait en la capacité des Gabonais à lui faire confiance en tant qu'indépendant. Donc, il a réussi ce qu'il a réussi. Il s'est battu pour le social et il est parti, comme tout le monde le sait. Moi, qui étais à côté de lui, que j'ai accompagné avec TV+, dans ce combat social, moi aussi, je regardais ce qu'il faisait. J'étais peut-être derrière lui, mais comme un enfant, tu regardes. Et quand il est 2009 à 2018, vous savez que vous connaissez tous les malheurs que TV+ a eu, non? Oui. Qui peut me dire les malheurs que TV+ a eu? Mon frère, exprime-toi. Vas-y, dis-moi. Bon, il s'agissait de sabotage du matériel de TV+. Oui, les équipements sont bloqués depuis 2009. Oui, nous avons eu des attaques. Oui, nous avons eu des difficultés. Mais, ça fait partie de la vie d'un homme, non? Quand on va dans la cour et qu'on joue aux billes, ça ne se passe pas toujours bien. Bon, il faut accepter de prendre les coups. Quand on a des convictions. Et nous avons pris des coups. Moi, j'ai pris des coups. Mes collaborateurs que vous voyez là, de TV+, ils ont pris des coups. Physique, moral, financier, tous les plans. Mais ça, c'était le choix du combat social que nous avions décidé de faire. Et moi, je l'assume. Et comme je l'assume, eh bien, ça m'a poursuivi jusqu'en 2018. Mais cela ne me fait pas peur. Je suis un citoyen libre qui a des idées sur son pays, comment son pays doit fonctionner. Et cela m'amène maintenant à vous dire, aujourd'hui, ce que je suis. Après toute cette vie que j'ai passée dans mon expérience de TV+. Parce que 1998, je crée TV+. 2018, ça fait? Mais un enfant de 20 ans, c'est un grand garçon, hein? Bon, ça veut dire qu'en 20 ans, j'ai quand même appris quelque chose. Oui, parce que depuis 2009, je ne me suis jamais pratiquement pas exprimé. C'est normal, comme un fils, si son père fait la politique, est-ce que lui parle quand son père parle? Est-ce que quand on est dans la cour, quand ton père se lève pour dire quelque chose, toi tu te lèves pour dire quelque chose? Donc je me suis abstenu, je me suis mis dans le silence, j'ai écouté, j'ai regardé et j'ai appris ce qu'il disait, comment il bougeait, ce qu'il faisait. Donc, moi j'étais un enfant, j'étais dans le silence. Et puis vous savez qu'il est parti en 2015. Mais nous sommes des Bantous. Quand ton papa décède, tu pleures, tu es en deuil, tu l'enterres, et puis tu souffres. Et comme nous sommes des Bantous, tu dois faire le retrait de deuil, non? Il faut régler les problèmes de la tradition. Donc en 2015, j'ai fait le retrait de deuil de mon oncle, de mon père Amo, avec les autres de mes papas qui étaient partis et leur maman. En 2015, 3 ans, il est mort. 2015, 2017, fin 2017, ça faisait presque 3 ans. Voilà. Maintenant que j'ai fait tout ça comme un vrai Bantou, j'ai dit donc, maintenant je peux me lever. Est-ce que j'ai eu raison? Je devais attendre, non? Est-ce que je devais parler tout de suite? Voilà. Donc,
j'ai attendu de faire tout ça. Parce qu'on peut me dire, oui, mais lui ne parlait jamais, pourquoi tout d'un coup il se lève, pourquoi il veut parler? C'est pour ça que je vous explique ça. Alors, quand je suis aujourd'hui maintenant debout devant vous là, à l'âge de la maturité, quand je regarde le pays va mal. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Tous les observateurs et les Gabonais le disent. Mais c'est quelque chose qui est général. Alors, quand le pays va mal, quand il y a des garçons et des femmes, des hommes et des femmes qui se disent que, ah, j'ai un peu fait l'école, j'ai un peu travaillé, mais moi aussi je peux participer à construire mon pays. C'est comme ça que j'ai dit le 22 février chez moi, mes frères, moi aussi, je veux me lever comme un homme et dire que je suis candidat pour être député au 2e arrondissement d'Akanda. Mes amis, mes collaborateurs, mes anciens, mes tantes, mes mamans, et maintenant, avec vous aussi. C'est pour ça que je viens vous voir, pour vous dire que vous avez un compatriote qui a mené le combat social avec sa chaîne de télévision TV+. Et maintenant, vous voyez la caméra qui est là, non? Il est derrière la caméra, non? Moi aussi, j'étais derrière la caméra. Maintenant, j'ai décidé de passer devant la caméra. Pour défendre les mêmes idées. Hein. Mais je vais toujours amener ma caméra. Hein. Parce que c'est ça mon arme. C'est mon arme pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. Parler du social. Mais c'est une arme pacifique. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est une arme pacifique. On appelle ça le 4e pouvoir chez les Blancs. C'est un pilier de la démocratie. Donc, j'ai décidé de me lever. Je me suis levé en me disant que moi aussi, je peux participer à la construction de mon pays. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas le candidat idéal, mais je suis un candidat qui a des convictions, qui depuis 20 ans se bat pour la justice sociale dans son média. Et il a pris des coups. Oui, un homme s'apprend des coups. Il faut savoir prendre des coups. Même quand tu es boxeur, on t'apprend à encaisser, non? Oui ou non? Oui. Un homme doit savoir prendre les coups, non? Oui. Hein? Ah, voilà. Donc j'ai décidé de prendre des coups. On m'a bourré les coups, comme on dit au quartier. Ah oui, parce qu'ils étaient plus forts que moi. Hein? Moi, je reconnais. Mais quand on te bourre les coups, tu te lèves. Papa m'a appris que quand un garçon te donne un coup de poing, même si tu tombes, tu te lèves. Si tu peux donner un coup de poing, tu donnes aussi un coup de poing. Mais si tu ne peux pas, tu esquives. Mais tu restes toujours debout. Voilà ce que j'ai essayé de faire toute ma vie. Je ne cherche pas les problèmes à qui que ce soit, mais j'essaye simplement de vivre en bonne harmonie avec mes compatriotes. Donc je me suis levé, j'ai dit, moi aussi je vais participer avec les autres là, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, tout le monde bouge. Partout, ça s'active. Ça veut dire que bientôt, il y a les grandes choses du pays qui vont se faire. Il y a des échéances qui approchent, les législatives. Moi aussi, je me suis dit, ah, avec les cheveux blancs que j'ai eus, avec tous les coups qu'on m'a donnés, vous voyez les cheveux blancs là? Oh, si vous saviez vraiment. Même ma femme, quand je lui dis, je vais un peu teindre, parce que tous mes oncles là, ils ont encore les cheveux noirs, elle me dit, quoi, tu as aussi une petite maintenant? Je dis, oh, maman, je recule 2 pas en arrière. Je ne veux pas avoir de problème avec ma femme. Je dis, bon, parce que même mon petit-fils là me disait que, oh, mais toi aussi, tu as un peu tes cheveux, ça te vieillit même par rapport à tes papas. Je dis, mais si je teins les cheveux, maman, elle là-bas va me dire, pourquoi tu fais ça? Mais bon, vous savez, il faut mieux avoir une bonne femme qui te garde bien à la maison. Tu es sûr que tu vas aller loin dans la vie. Alors, donc, me voici maintenant devant vous. Ma vision politique est simple. Parce qu'on n'est pas en campagne, comme l'a dit mon frère Christian. On aura l'occasion de développer des idées. Parce que quand je vois ici en Béayon, est-ce qu'il y a l'eau ici? Il n'y a pas quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire les problèmes qu'on a en Béayon ici? Qui est courageux là? Bon, viens. Dis-moi tous les problèmes qu'il y a en Béayon.
Dans Bana, nous avons un problème de route, un problème de taxi, parce que les taxis n'arrivent pas à rentrer dans le quartier. Et les deux, un problème d'eau. Et de trois, un problème d'électricité qu'on appelle le courant. Et bon, pour moi, c'est juste ça, quoi. Qui J'ai entendu quelqu'un a parlé de... Il est où? Mais il faut parler, mon frère. Il faut parler, on est entre nous. Qui a quelque chose à me dire encore? Bon, toi, tiens. Bon, alors, mais ce qu'il dit là est déjà grave. Ce sont des problèmes sociaux de base. Hein? Ce sont des besoins sociaux de base. Hein? Mais bon, vous savez... Oui, viens, mon frère. Les gars, on soutient, non? Vous savez pourquoi on soutient? Parce qu'on promet de bonnes choses. On promet une bonne chose, pourquoi? Parce qu'il y a un manquement. Voilà pourquoi il y a promesse. On manque de quoi? On manque d'eau. Les enfants boivent de l'eau des puits. Les femmes aussi, même enceintes, ils boivent aussi l'eau des puits là. Nous-mêmes, c'est ce que nous buvons. Ça cause déjà un déficit de santé. Primo. Deuxième, il y a un problème de route. Ça fait déjà manque de transport. Pourquoi? Parce qu'une femme peut être enceinte. Si je prends l'exemple sur les femmes, parce que, disons, c'est un peu particulier vers eux, quoi. Si une femme est enceinte, par exemple, elle ne peut pas aller de là à la route rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de route à cause des creux qui sont à la route. Donc ça cause un peu un déficit pour les taxis d'entrer chez nous, prendre les gens et les déposer un peu au bon lieu. C'est ça qui cause problème. Et puis quand il y a les saisons de pluie, ça gaspille les routes, ça nous déchausse les chaussures et tout. Donc ça salit un peu. Et puis encore le problème de courant. Le courant, pourquoi? Parce que le courant, c'est important. Quand c'est la nuit, tout est sombre, il y a l'insécurité. Si certes à Akanda, mais Akanda a deux facettes. J'ai entendu, oh, il paraît, Akanda d'en haut, Akanda d'en bas. Akanda la ville, Akanda les villages. Mais tout ça, c'est Akanda. Oh, il n'y a pas de différence. Et il faut le savoir, nous sommes tous des Gabonais. Il n'y a pas de Gabonais supérieurs, il n'y a pas de Gabonais inférieurs. Nous sommes tous des Gabonais, nous sommes tous au même pied d'égalité vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la nation. Ceux qui ne le comprennent pas, je pense qu'il faut qu'ils réfléchissent bien. Alors, les trois principes que moi, avec d'autres, je partage, c'est quoi? Comme il y a eu des erreurs de casting, donc il faut changer radicalement de gouvernance du pays. Vous êtes d'accord, non? Il faut changer radicalement de gouvernance du pays parce que la malgouvernance, c'est ça qui nous a tués dans notre pays depuis des années. La mauvaise gouvernance, on dit la malgouvernance. Il faut qu'on ramène dans notre pays la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est s'occuper des populations. Donc, les hommes et les femmes qui vont venir maintenant aux affaires, qui vont être à l'Assemblée nationale où je veux aller là, parce qu'on sera nombreux là-bas. Et ça risque d'être, à mon avis, je me trompe peut-être, mais en observateur politique pendant des années, ça risque d'être une belle Assemblée nationale. Parce que ça serait une Assemblée nationale plurielle, multicolore, arc-en-ciel. Et ça sera le beau Gabon. Parce que c'est cette Assemblée nationale-là, avec d'autres institutions qui vont se mettre au travail pour construire le Gabon. Et moi, je veux être dans cette Assemblée nationale-là. Chasser la mauvaise gouvernance. Et c'est pour ça qu'on doit changer radicalement de gouvernance du pays. Radicalement. Tu n'as pas réussi, mon frère, pose-toi un peu à côté là. Ce n'est pas la guerre, hein? Mais on lui dit, laisse un peu les autres faire. Quelque part, on vous dit, les ouvriers se relaient sur le chantier. Les ouvriers Voilà. C'est ce que maintenant, là, à l'Assemblée nationale, là, il va se passer aux législatives, là. Et donc, si les hommes et les femmes compétents, parce qu'il faut des gens compétents, hein, mais pas que des gens compétents, parce que vous avez des gens compétents qui ne pensent qu'à eux-mêmes, ou des gens compétents qui sont paresseux, ou des gens compétents qui ne veulent rien faire.
Mais il faut des gens compétents qui sont soucieux des préoccupations des Gabonais. Parce que si, ici en Bayong, on a besoin de l'électricité, parce que l'insécurité menace, mais il faut le faire. On ne va pas amener ici, je ne sais pas, un terrain de basket. C'est bien, mais il y a des priorités. On n'a qu'à amener d'abord l'électricité, on n'a qu'à amener d'abord l'eau, on n'a qu'à viabiliser la route. Quand tout ça commence à être bien, on peut dire, bon, on fait mener une aire de jeu pour les enfants, ils vont jouer au basket. Mais il faut faire les choses par priorité. Et ça, il faut écouter les populations, les gouvernants, les élus là, que vous avez envoyés en 2013 là. Eh bien, il fallait qu'ils écoutent ce que les préoccupations des populations d'Akanda. Est-ce qu'ils ont changé la vie des Akandais? Quoi, ceux qui sont là depuis là n'ont pas changé la vie des Akandais? Mais et pourtant, j'avais entendu des belles promesses. Hein. Ben, dis-moi un peu qu'est-ce que... Oui, vas-y, toi tu aimes bien... Toi tu vas venir à TV+. C'est trop risqué. Bon, ils nous avaient promis des routes, l'électricité, l'eau, mais apparemment jusqu'à présent, ils n'ont rien fait. Pourquoi? Bah, ils gèrent les deniers publics entre eux-mêmes et les détournent. Voilà, la corruption, la grande gangrène de notre pays. Les Gabonais savent, hein? Ils savent ce qui se passe. Vous croyez peut-être que derrière vos bureaux, les Gabonais ne savent pas. Mais les Gabonais sont pacifiques. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont idiots ou maboules. Hein? Ah non, excusez-moi l'expression que je viens de prendre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Ils sont pacifiques. Mais il ne faut pas abuser de leur pacifisme. Ils sont maintenant dans une situation insoutenable. Il faut régler leurs problèmes. C'est pour ça que les législatives qui arrivent là, il faut aller vous inscrire sur les listes électorales. Il faut y aller. Le deuxième axe, c'est que si les hommes compétents, soucieux des Gabonais, travaillent fort, mais ils vont améliorer les conditions de vie des Gabonais. C'est ça qu'il faut d'abord s'occuper avant de s'occuper d'autres choses là. Hein? C'est ça le cœur même, les conditions de vie des Gabonais, le social. C'est ça qu'il faut d'abord régler, avant d'aller dans les choses très très compliquées là, des pays développés là. Eux, ils ont déjà réglé une bonne partie de ces problèmes-là, les services sociaux de base. Là. Ils ont déjà réglé ça. C'est pour ça qu'ils peuvent parler d'autres choses. Mais si vous améliorez les conditions de vie des Gabonais, ben la paix sociale va revenir, non? C'est le troisième axe. La paix sociale va revenir. La paix sociale, c'est aussi la paix du cœur. C'est aussi des Gabonais qui, depuis août 2016, ne se regardent plus. Ils ne mangent plus, ne boivent plus ensemble. Parce qu'ils se disent qu'il y a les Gabonais de gauche, il y a les Gabonais de droite. Voilà. Non. Les Gabonais ont toujours été un. C'est un pays uni. Et ils savent que ici au Gabon, on est un petit pays. Toutes les familles sont mélangées, non? Toutes les ethnies sont mélangées, non? Moi, ma femme, elle est Ndoumo. Je suis fan. Mes enfants sont quoi? Ils sont fan ou Ndoumo? Ce sont les Gabonais. Voilà. Comme vient de me dire mon frère. Ce sont les Gabonais. Et c'est comme ça que nous devons réfléchir en Gabonais. Pas oh, tel est ceci, tel est de cette ethnie. Non, c'est fini ça. C'est des références d'un autre âge. On est mélangés. C'est pour ça qu'on ne peut pas rester longtemps se regarder comme ça en chien de faïence. On ne peut plus. Ceux qui veulent amener la division là, vous les chassez. Vous dites non, 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 non. Ça c'est... Ça on appelle ça le... Hein? C'est des semences dangereuses. C'est la mauvaise herbe ça. N'écoutez pas ces chants de la division là. Ils vont vous dire oui, mais parce que ceci... Avec des grands mots. Hein. Ah oui, vous allez dire, ah ouais, voilà, quand même là, il est sérieux. Mais en fait de compte, qu'est-ce qu'il fait? Il vous divise. Mais nous, les Gabonais, nous sommes unis. De par les liens des mariages, des alliances, le sang. Je suis sûr que si je cherche là, j'ai des parents pleins ici. Ah oui, parce que si on remonte là, dans les ascendants là-bas, dans les mariages, le Gabon est une seule famille.
moi je dis le Gabon est une seule famille. La paix sociale revient. Donc la stabilité du pays revient. Mais si la stabilité revient, mais les investisseurs étrangers, les Gabonais, l'État, tout le monde va investir au pays, ça va créer des emplois. On va construire des écoles, des hôpitaux. Quand il y a la paix sociale, tout le monde est tranquille. Donc le développement se poursuit. Voici mes 3 axes. Ce n'est pas des grandes théories de sciences politiques, c'est très simple. Mais vous savez, dans la vie, ce qui est simple est toujours très compliqué à faire. Donc, changer radicalement de gouvernance du pays pour améliorer les conditions de vie des Gabonais, pour un retour de la paix sociale, facteur de stabilité et de développement. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire au Gabon? Est-ce que c'est faisable? Mais dites-moi si c'est faisable. Bon, parce que on m'a dit que Nguema, il a des théories. Hein. Lui, avec cette théorie-là, il veut... Mais moi, j'ai l'expérience pratique, hein, c'est tout. Hein? Le maçon, on le juge au pied du mur, non? Bon. Hein? Bon, on le juge au pied du mur. Voilà mes chers concitoyens de Mveran-Yong. C'est pour ça que je voulais vous dire tout ça simplement, venir vous voir, et puis partager avec vous ces idées-là. Et donc, je vous invite donc de vous inscrire sur les listes électorales. Il faut être prêt. Il faut qu'on bouge, parce que si on ne bouge pas, rien ne va changer. Quand on fait de la politique, c'est pour changer la vie des gens. Et si nous ne nous mobilisons pas, eh bien on va dire, on va encore faire comment? Et on va continuer à souffrir. On ne pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Si on décide de continuer à souffrir, on continue. Hein? Oui. Mais je crois que là, on a atteint déjà un degré de souffrance qui est très, 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 très élevé. Et les Gabonais sont pacifistes, mais il ne faut pas tirer trop le pays. Pas qu'ici à Mveran-Yong, hein. C'est un problème que nous avons dans beaucoup de localités du pays. Les problèmes d'actes de naissance. Parce que notre pays est comme il est, et que si des compatriotes naissent dans des lieux éloignés de la ville, et puis se retrouvent sans pièce d'identité, sans acte de naissance, ça devient un problème. Dans d'autres pays, ils ont réglé ça avec les... Ils appelaient ça les conférences foraines. Hein? On appelait ça les... J'ai vu ça en Côte d'Ivoire quand il fallait préparer les élections. Ils avaient aussi ce problème-là. Les audiences foraines. Oui, je pense que dans le processus là, de remise à plat du fichier d'état civil, qui doit aller avec le processus d'enrôlement d'inscription sur les listes électorales. Oui, il faut que les Gabonais bénéficient des audiences foraines. Parce que le fichier d'état civil, il faut, je pense, l'actualiser. Ce n'est pas un problème marginal, hein. C'est un problème de fond qu'il faut traiter avec célérité. Donc, il faut que les autorités de ce pays s'activent pour ouvrir rapidement les audiences foraines, comme ça s'est fait dans d'autres pays. Ce n'est pas simplement un problème lié au Gabon, pour pouvoir résoudre ce problème de pièces d'identité et d'actes d'état civil. Quand on a changé de lieu d'habitation, on s'inscrit là où on vit. Donc si maintenant, mon frère, tu étais à l'intérieur du pays, tu viens maintenant à Libreville, à Mveran-Yong, à Kanda, ben tu t'inscris, tu vas t'inscrire au premier bureau de vote qui est à côté d'ici. C'est aujourd'hui une inscription biométrique. Hein. Donc quand tu vas t'inscrire, sauf erreur de ma part, ben, ça va annuler l'autre inscription où tu étais avant. Donc j'invite les Gabonais à s'inscrire sur le lieu où ils vivent maintenant, et sauf erreur de ma part, hein, mais je crois que c'est la dernière inscription qui est valable. C'est celle-là dont on tient compte. Voilà. Normalement, ce qu'on est en train de voir, vous venez nous parler de tout ce que vous êtes en train de parler là, nous comprenons. Mais savez-vous que au moment des votes, il y a des fiches qu'il faut signer, qu'il faut donner les fiches qu'on nous donne pour remplir.
On nous donne les fiches pour remplir. Il faut donner les cartes, les demi-photos. Bon, au moment des élections, il y a les voix, il y a les docteurs qui viennent. Oh, allez-y dans tel hôpital. Allez-y vous faire inscrire. Allez-y faire tout ceci, cela. Alors, il y a les vaccinations qu'il faut faire. Tout ça. Avec les fiches, les cartes, les photos. Alors, ce n'est pas un vote déjà qu'on a fait. Ça, c'est un vote qu'on a déjà fait. Bon, maintenant, vous venez nous dire que on a déjà voté. C'est un vote qui est déjà passé. Tout est fini, et on a déjà voté, tel que moi qui est malade, je m'appelle à l'hôpital, mais allez me faire ouais, je suis déjà voté. Alors, je pense que papa est fatigué de... Est-ce qu'un jeune peut expliquer en français facile? Moi j'ai compris, mais je vais être sûr. Il est fatigué de la fraude. Hein? Je sais, il est fatigué de la fraude. Mais la fraude, ça existe dans tous les pays. Mais au Gabon, c'est vrai que c'est un sport national on va réduire. Mais d'autres pays aussi, c'est un sport national. Hein. Vous savez, où il y a élection, où il y a électeurs, il y a fraude. Mais il n'y a pas simplement les élections nationales. Hein. Partout où il y a des élections, même vous voyez dans les fédérations là. Oh, vous entendez ça tous les jours, ils se battent là. Nous, on voit ça à TV+, quand on va couvrir ça. Même où il y a 10 électeurs là, il y a toutes les tentatives de fraude. Mais ça, c'est l'homme. Hein. Ça ne manque pas. Donc, ce n'est pas simplement lié aux élections. Mais ça, papa, je peux te dire que cette fraude-là, oui, il faut prendre des mesures. Quand nous serons sur le terrain au moment de la campagne électorale et quand on va être le jour du vote, ben c'est chaque candidat qui doit se battre pour défendre son vote. Quand je serai candidat, que ma candidature sera officiellement acceptée, mais je me mettrai en campagne et puis j'aurai des équipes avec moi pour défendre mon vote. Mais ça, c'est le travail de chaque candidat. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Ces appareils-là, il y a des gens qui ont l'identité, qui ont même l'identité de tout ce qu'il faut. Il a jugement, carte d'identité, mais simplement, même comment on appelle ça, lorsqu'on le filme, il ne sort même pas dans l'appareillage. Ça, c'est des réalités qu'on a vécues au moment des élections surpassées. Et là, maintenant, ces gens-là, ils en deviennent quoi pour eux? Oui, il nous parle que notre biométrie n'est pas encore au point. Oui, certainement. Mais c'est ça que les autorités doivent faire là. C'est leur travail, hein. Ce n'est pas le mien. Chacun fait sa part du boulot.